Comme tous les 15 jours, le podcast Le Buller vous propose de faire en notre compagnie le tour des nouveautés de la bande dessinée franco-belge. Dans ce 127e épisode, nous avions envie de mettre à l'honneur Tse, une tragédie africaine, album passionnant que l'on doit au scénario d'Apollo, au dessin de Bruno, et c'est édité chez Dargaud. Mais comme de nombreux autres albums de qualité sont sortis également, nous reviendrons aussi sur 6 autres titres coup de cœur dans une seconde partie. Ainsi, nous vous parlerons du premier tome du Lait paternel, album que l'on doit à Uli Osterley et aux éditions Dargaud, de l'album Fritz Lang le Maudit, que l'on doit à Arnaud Delalande et Éric Liberge, ainsi qu'aux éditions Les Arènes BD, la sortie du second et dernier tome de Jukebox Motel, l'adaptation d'un roman de Tom Graffin par Marie Duvoisin, édité chez Grand Angle. Pour Movie Ghost, toujours chez Grand Angle, on vous parle de la sortie du premier tome de ce diptyque, proposé par Stephen Desberg et Attila Futaki. Comme il est beaucoup question de séries aujourd'hui, on parlera aussi du second tome sur 3 prévus de La Fortune des Winslow, le préquel de Largo Winch que l'on doit à Jean Van Hamme, Philippe Berthet et aux éditions Dupuis, et l'on terminera en parlant de la réédition enrichie de L'incroyable histoire de la littérature française, titre de Catherine Maury et Philippe Bercovici, édité chez Les Arènes BD lui aussi. Comme à chaque fois, on vous fait découvrir ces 7 titres de grande qualité en une vingtaine de minutes et vous pourrez les retrouver présentés en images sur notre compte Instagram lebuller.podcast ces prochains jours. C'est sur une terre propice aux légendes, à l'invocation de fétiches ou encore à l'appui ou l'obstacle des forces de la nature que nous entraîne Tse, une tragédie africaine. Cet album va ainsi nous plonger dans les coulisses d'un pouvoir dictatorial, celui de Tse, dictateur imaginaire qui réunit dans sa personnalité et sa façon d'exercer le pouvoir de nombreux éléments de dictateurs qui ont existé ou qui existent dans la vie réelle. Difficile d'imaginer, quand on mène son pays d'une main de fer et que l'on s'arroge de tous les droits sur celui-ci, qu'un beau jour tout cela puisse se terminer et que l'on finisse même chassé de ses propres terres. Mais voilà, l'une des caractéristiques que l'on retrouve chez tous les dictateurs de par le monde est cette façon d'être coupé du réel, coupure entretenue aussi par le premier cercle d'amis du dictateur. Tout cela, ce sont bien sûr des éléments que l'on retrouve, sauf que dans cet album, l'histoire commence au moment où le dictateur a été pourchassé du pouvoir et se retrouve enfermé dans l'une des prisons du pays qu'il dirigeait il y a encore quelques jours. Entre-temps, le peuple s'est soulevé et c'est peu de dire qu'un chaos s'est propagé dans le pays entre tous ceux qui veulent récupérer une part du pouvoir ou encore les occidentaux qui, comme à leur habitude, entendent profiter du marasme pour récupérer des richesses. Tse, en homme visionnaire et avisé qu'il est, avait quand même pris le soin de bâtir son luxueux palais sur l'île de Gbado, loin de son peuple, permettant à sa famille qui s'y est réfugiée de continuer de jouir du calme et des privilèges qu'il propose. Au bord de la piscine, on y retrouve ainsi Bobby, jolie jeune femme à la plastique avantageuse, deuxième épouse du dictateur qui entend bien continuer de mener une vie douce en dépit des tracas qui la tourmentent. Dans un pays où les croyances sont encore très vivaces, sa visite récente chez le Ndoki, sorte de voyant au pouvoir surnaturel, a été annonciatrice d'un grand malheur que renferme le cœur de la belle africaine. Dans le palais, depuis peu, elle cohabite avec Hippolyte, le fils de Tse, jeune homme revenu au pays après des études parisiennes et des envies d'indépendance. Alors qu'Hippolyte pense que Bobby l'a éloigné d'elle car elle le déteste, c'est tout le contraire que découvre le lecteur qui rentre peu à peu dans la psychologie de ce personnage troublant et dramatique qui a plus d'épaisseur qu'il n'y paraît. De son côté, Hippolyte traîne, tel un adolescent, avec ses 2 amis, Walid et Harissi, la fille d'un chef du mouvement de libération exécuté sur les ordres de Tse, et se rêve en chef pacificateur d'un pays qui s'est enfoncé dans la guerre et la fureur. C'est ainsi que le scénario d'Apollo déploie sa galerie de personnages, lui dont l'histoire vraiment bien ficelée met en place tous les ingrédients d'un drame qui se joue en plusieurs actes, ou plutôt plusieurs parties. C'est qu'après 90 pages environ, celui que l'on imagine mort fait son grand retour dans son palais présidentiel et l'histoire bascule, car les cartes doivent alors être redistribuées. Entre amour interdit, critique du pouvoir, moiteur africaine, croyance en tout genre et rebondissement, le scénario a de quoi tenir en haleine le lecteur sur les 160 pages de cet album passionnant.
Côté dessin, on retrouve le génial et talentueux Bruno, lui qui officie d'ordinaire avec son comparse Fabien Nury sur la très bonne série Tyler Cross, entre autres choses. Son trait, au style si identifiable, fait encore des merveilles sur ce nouvel album où il apporte toute la dimension dramatique à l'histoire et ses personnages avec un dessin simple en apparence. Comme toujours chez lui, le trait est épais, les dessins très expressifs, le découpage est rythmé et les plans s'alternent avec un style visuel très cinématographique à l'arrivée. Comme toujours aussi, ces dessins sont servis par une très belle mise en couleur signée Laurence Croix, elle qui est la complice d'un Bruno qui fait ici des merveilles et qui arrive à rendre ce titre étouffant autant que captivant. Avec ce Tse, une tragédie africaine, nous tenons là un album sublime, un titre qui va faire parler, un album que publie la Maison d'Argo et vous l'aurez compris, une bande dessinée que l'on vous recommande très chaudement. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. C'est aussi des éditions d'Argo que nous vient notre premier coup de cœur de cette quinzaine, intitulé Les errances de Rufus Himmelstoss, premier épisode d'une série qui s'appelle Le lait paternel. En lisant la postface de l'auteur, l'allemand Uli Osterle, on s'aperçoit que cette histoire s'ancre dans un terreau autobiographique, même si celui-ci romance le tout et change le nom des personnages. Quand nous découvrons le Rufus Himmelstoss en question, dès les premières pages, nous sommes en 2005 et celui-ci vient tout juste de décéder quand son fils vient lui rendre visite à la morgue. C'est que ce dernier ne l'a pas vu depuis près de 30 ans et c'est pour ainsi dire les retrouvailles entre ces deux personnages que le destin a séparés en 1975. À cette époque, Rufus est commercial dans une société qui vend des stores et son quotidien est partagé entre toutes ses conquêtes qu'il collectionne au fil de ses tournées, les jeux et l'alcool. Ne doutant absolument pas de son charme, de son talent et de sa chance, Rufus Himmelstoss mène grand train et délaisse totalement sa femme Helga et son fils Victor, celui-là même que l'on découvre sur la dépouille mortuaire de son père au début de l'histoire. C'est que pour Rufus, son destin s'est joué durant l'année 75, un soir de déroute au poker où il perdra beaucoup et de sortie de route en voiture alors qu'il rentre totalement ivre d'une soirée en boîte. À partir de là, c'est le début de la descente aux enfers pour un Rufus qui ne se résout pas à ne plus être ce qu'il a été et qui continue à porter beau bien qu'il vive à la rue puisque sa femme l'a expulsé de chez elle. C'est ainsi que de commercial de génie, Rufus Himmelstoss va devenir clochard, passant une bonne partie de ses journées à boire et consigner ses réflexions dans un cahier. C'est en miroir avec la vie de son propre père que l'on devine son fils Victor, lui qui aime s'isoler de sa famille pour réaliser son grand projet, réaliser des bandes dessinées. C'est un récit passionnant et intelligent sur la filiation que nous propose Uli Osterle, d'autant que la dimension autobiographique de cet album lui donne un sel en supplément. Alternant les pages en noir et blanc quand il parle de son père, et en bleu et blanc quand il parle de lui, ou plutôt de Victor, il propose aussi un dessin très expressif et dynamique, que ce soit dans le cadrage choisi ou dans son style semi-réaliste aux lignes parfois allongées. Au final, nous avons là une histoire passionnante, une réflexion intéressante sur la filiation et un album que l'on referme avec une seule hâte, déjà avoir la suite entre les mains. Restons en Allemagne pour découvrir la biographie en bande dessinée du génial réalisateur Fritz Lang, lui dont les films comme Metropolis ou M le Maudit sont entrés au panthéon du 7e art. C'est aux éditions Les Arènes BD que celui qui se destinait à la carrière de peintre est raconté dans un album qui s'étend sur 112 pages. Le titre s'ouvre d'ailleurs sur un drame qui aura un certain retentissement dans la vie du cinéaste, celui du suicide de sa femme Lisa Rosenthal après que cette dernière ait découvert son mari en galante compagnie avec une certaine Thea Van Arbou. Ce terrible drame, qui se déroule en 1921, est vite mis de côté pour revenir dans le passé, en 1914, au moment où l'Allemagne déclare la guerre et que celui qui s'appelle en réalité Friedrich Christian Anton Lang n'a pas d'autre choix que de s'engager sur le front. Même si une carrière artistique lui tend les bras, il se révèle être un bon militaire et finira cette première guerre mondiale dans le camp des vaincus, certes, mais avec le grade de lieutenant-colonel de réserve.
Se détournant de la peinture, Fritz Lang va se prendre de passion pour un art qui n'en est encore qu'à ses balbutiements, mais qu'il compte bien révolutionner, le cinéma. Cette peinture en mouvement attire tout de suite Lang, dont la liaison avec Thea Van Arbou, elle qui est romancière et scénariste, va permettre au réalisateur de pouvoir travailler en duo avec celle qu'il va finir par épouser. C'est le moment des premiers films et de la découverte d'un nouvel univers dans lequel le cinéaste doit aussi apprendre à s'affirmer, ce qu'il fera au point qu'il sera parfois considéré comme un dictateur sur ses tournages. C'est que Fritz Lang a beaucoup d'ambition pour son art et se lance dans des projets de plus en plus faramineux et politiques, du Docteur Mabuse à Metropolis, en passant par M le Maudit, son cinéma interpelle et questionne. Il faut dire que dans le même temps, nous sommes dans les années 20 et 30, l'Allemagne voit la montée du parti nazi emmené par un certain Adolf Hitler dont on ne voit pas encore exactement la menace qu'il représente. Arnaud Delalande, au scénario sur ce titre, mélange parfaitement bien l'atmosphère pesante qui s'installe sur cette Allemagne qui s'apprête à basculer dans l'horreur en lien avec le cinéma politisé et engagé d'un Fritz Lang qui bâtit alors sa légende. Il est superbement mis en dessin par le trait semi-réaliste avec un camailleux de couleurs sombres d'un Éric Liberge qui fait revivre cette période devant notre regard stupéfait. Nous présentant un couple maudit, du début de la relation jusqu'à la montée au pouvoir d'Hitler, le scénario et le dessin de cet album bien ficelé permet d'en savoir plus sur Fritz Lang dans un titre que l'on recommande chaudement. Les éditions Grand Angle se sont fait une spécialité de nous présenter des diptyques de qualité, ces histoires qui se déclinent en deux parties et que l'on prend plaisir à découvrir. Si vous nous suivez, vous connaissez certainement Jukebox Motel, dont le premier tome avait été présenté ici même dans le 92e épisode de notre podcast. Basé sur un roman éponyme signé Tom Graffin, cette histoire nous entraîne aux États-Unis où l'on y suit Thomas James Shepper, peintre underground, connu sous le nom de Robert Fury. Dans le premier tome, on découvrait ce personnage frappé par le succès, comme d'autres sont frappés par une malédiction, lui que le succès a aussi éloigné de celle qu'il aime, rester à New York pour faire carrière en tant que chanteuse. Dans ce premier tome toujours, il finissait par racheter un lieu qui lui servirait de maison et d'atelier, le Jukebox Motel, endroit qui apporte la lumière à celui qui le fréquente, mais qui se nourrit aussi de l'énergie vitale de celui-ci. D'ailleurs, au début du deuxième tome, on apprend que le Jukebox Motel n'est pas réellement la possession de James Shepper, puisque celui-ci est en fait la propriété d'un certain Wal Ramage, dont les initiales inscrites dans le bois de la bâtisse a pu être interprétées comme les initiales du Jukebox Motel à l'envers. Dans ce second tome aussi, Robert Fury a terminé d'honorer ses commandes que lui a passé le mystérieux Big Man, lui qui vient récupérer les tableaux du peintre et s'occupe de faire monter sa cote, en le faisant mourir entre autres. Mais pour faire définitivement la paix avec lui-même, avec son double artistique ou avec les gens qu'il aime, Robert Fury va être contraint d'aller plus loin encore et d'être le plus radical possible avec cette vie qu'il aspire à laisser derrière lui. Véritable réflexion sur l'art, sur la création, sur la recherche de l'idéal, voire même d'un lieu idéal, source de création, Jukebox Motel est aussi une histoire très plaisante à parcourir sur l'ensemble des deux albums que compose cette adaptation. Cela est dû au très bon travail que réalise ici une Marie Duvoisin qui sait, avec un trait réaliste, insuffler de la vie et du corps à cette histoire de Tom Graffin. Son découpage, l'ambiance des décors dans laquelle elle plonge ses personnages, ou encore ses couleurs qui alternent entre l'ombre et la lumière, sont autant d'éléments qui rendent ce diptyque captivant. Si vous aviez raté la première partie, ce deuxième tome sonne comme une bonne raison pour faire le voyage jusqu'au Jukebox Motel, un voyage qui, vous le verrez, vaut clairement le détour. Encore chez Grand Angle et dans le même format, c'est-à-dire un diptyque, saluons l'arrivée en librairie de Movie Ghost, une histoire qui nous entraîne sur les traces des fantômes du cinéma hollywoodien. Ici, nous y suivons un certain Jerry Fifth, homme qui vit à Los Angeles et qui souffre d'acouphènes depuis quelque temps au point de s'en ouvrir à un inconnu qu'il rencontre dans un bar alors que lui attendait plutôt une jolie femme. C'est ainsi que le mystérieux Cornell, l'inconnu du bar, va le mettre sur une bien drôle de piste que notre héros va creuser tout au long des 72 pages de ce premier tome, et s'il était capable de percevoir les fantômes des vieilles gloires du cinéma américain.
C'est ainsi que notre Jerry va tirer le fil de cette supposition et essayer de rencontrer d'anciennes stars passées de vie à trépas avec le secret espoir de faire toute la lumière sur les raisons de leur mort, bien que l'industrie hollywoodienne soit connue pour user les acteurs et les actrices jusqu'à la corde. Parmi les rencontres troublantes que va faire notre héros, Odette Armstrong, ancienne gloire de la Cité des Anges, qui s'est suicidée il y a maintenant une 60aine d'années. Morte parce qu'elle a aimé un homme qui n'en valait pas la peine, cette dernière ne pourra trouver le repos éternel que si elle se sent réellement aimée d'un homme, et ça tombe bien, car Jerry est le seul être qui puisse l'avoir. Se met alors en place une relation troublante, plus spirituelle que charnelle, entre ces deux êtres séparés par deux mondes différents, mais qui ont besoin l'un de l'autre. Dans le même temps, Odette va l'accompagner dans un univers qui lui est totalement étranger, celui des vieilles gloires décédées qui ont chacun et chacune une histoire différente et pour certains un halo de mystère qui les entoure. Louis Mayer, Gilda Gittis ou encore Garrett, l'homme pour lequel Odette s'est tuée, Jerry va aller de rencontre en rencontre, mais pour lui, il est aussi l'heure de s'interroger sur son étrange pouvoir et sur la raison pour laquelle il en a été doté. Pour avoir toutes les réponses à nos questions, il faudra s'armer de patience et attendre le second tome de cette passionnante histoire que l'on doit au scénario de Stefan Desberg. Côté dessin, l'auteur d'origine hongroise, Attila Futaki, prend un véritable plaisir à nous faire voir la beauté de la Cité des Anges en réinvestissant les couleurs de la ville au moment où le soleil se couche. Si l'intrigue manque un peu de punch, le superbe dessin de Futaki, avec un découpage cinématographique qui s'y à merveille à cette histoire, ravit les yeux du lecteur. Au final, Mauvais Ghost est un titre qui mérite qu'on s'y intéresse et dont on attend la seconde partie avec impatience pour que se lève le voile sur le don extraordinaire du personnage principal. Continuons de remonter l'histoire de l'un des plus célèbres personnages de la bande dessinée européenne, je veux parler de Largo Winch à travers la série La Fortune des Winchclaw, dont le deuxième tome vient de sortir en librairie. Si dans le premier tome nous découvrions Vanko, jeune médecin venu du Monténégro, dans le second, les Balkans ne sont plus qu'un lointain souvenir pour cette famille bien ancrée aux États-Unis. Nous sommes au début du XXe siècle, la guerre menace en Europe et de son côté, Tom, petit-fils de Vanko, a réuni ses dernières économies pour faire plaisir à sa femme et lui racheter un saloon qu'elle compte bien transformer en bordel. Si ce dernier semble arriver au bout de sa fortune, c'était sans compter la providence puisqu'il apprend être le dernier héritier encore vivant de la marque de whisky Okasé dont la famille originaire d'Irlande a un lien avec la famille Winch. Oui, vous aurez certainement compris que c'est dans cet épisode que pour simplifier et américaniser un peu son nom, la famille Winchclaw va devenir la famille Winch, nom sous laquelle on la connaît très bien dans l'univers de la BD. De l'autre côté de l'Atlantique, la mère de Tom, qui était partie rejoindre la troupe de Buffalo Bill dans une longue tournée à la fin du premier volume, se propose de gérer les affaires de la distillerie à la place de Tom qui n'a de goût que pour les femmes aux formes généreuses et blondes de préférence. Revenue aux États-Unis pour accomplir cette tâche, elle laisse seule sa fille Lisa, la sœur de Tom, qui compte bien apprendre à piloter un avion et avoir un rôle à jouer durant la Première Guerre mondiale. Si pendant ce temps-là on imagine Tom incapable de gérer une société, il surprendra tout son monde durant la crise de 1929 en créant une banque qui rencontrera rapidement le succès et permettra à Tom de devenir un homme reconnu et respectable dans le monde des affaires. Celui qui a dès lors l'oreille du futur président Roosevelt devient un personnage central aux États-Unis et doit penser dans le même temps à assurer sa descendance. Comme pour le premier tome, le scénario de Jean Van Hamme fonctionne à merveille, même si parfois l'on passe rapidement sur des périodes et des événements que l'on aimerait voir un peu plus détaillés. Comme pour le premier tome aussi, le dessin de Philippe Berthet s'avère d'une redoutable efficacité, lui qui oscille entre tradition et modernité avec ce style si caractéristique qu'on lui connaît. Son trait réaliste, l'expressivité de ses personnages et son découpage sont un véritable ravissement pour les yeux et l'on a maintenant hâte d'avoir entre les mains le troisième et dernier tome prévu pour cette série. Tom et Lisa 1910, titre de ce second volet de La Fortune des Winchclaw, est disponible aux éditions Dupuis et comme pour le volet précédent, on vous le recommande chaudement là aussi.
Terminons, comme ce sera le cas chaque quinzaine, par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir, ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Que peuvent bien avoir en commun Olympe de Gouges, Louis-Ferdinand Céline, Marguerite Duras ou encore Louis Aragon, sinon le fait qu'ils ont été tous les quatre des écrivains restés à la postérité. Tout simplement, ce sont les 4 nouvelles figures présentes dans la réédition augmentée de l'incroyable histoire de la littérature française qui retrouve le chemin des librairies plus d'1 an et demi après sa première sortie chez les Arènes BD. Pour l'occasion, l'album s'enrichit donc de 4 personnages, d'une 60aine de pages, et gagne une tranche bleue qui permettra ainsi de ne pas le confondre avec la première version. Dans cet ouvrage, qui fait maintenant 352 pages, il est donc question de découvrir certains des écrivains les plus célèbres et les plus lus de la littérature française. C'est Catherine Maury, professeure de français et scénariste sur d'autres albums comme le récent L'affaire Tartuffe, Molière interdit, qui nous propose cette promenade découpée en plusieurs chapitres consacrés chacun à un siècle. En un peu plus d'une quinzaine de pages, elle nous présente des écrivains que l'on connaît tous de nom, mais que l'on découvre parfois, car la force de cet ouvrage est de s'attarder sur ce qui fait aussi la particularité de chacun des écrivains présentés. C'est au XVIe siècle, avec François Rabelais, que s'ouvre l'album, lui, l'auteur de Pantagruel et Gargantua, dont on découvre qu'il a été prêtre et médecin, en même temps qu'il écrivait des livres qui laisseront dans la langue française l'adjectif rabelaisien. La bande dessinée remonte ainsi le fil du temps jusqu'au XXe siècle, qui vient clore l'ouvrage, partant du principe que pour le moment, des écrivains comme Michel Houellebecq, véritable personnage à lui tout seul, du XXIe siècle, n'ont pas encore fait leur entrée dans ce livre. Nul doute que le titre continuera certainement de s'enrichir à l'avenir, mais en attendant, on ne boude pas notre plaisir de le retrouver en librairie pour une deuxième version toujours aussi plaisante à parcourir. Cela est certainement dû au dessin de Philippe Bercovici, avec son trait qui le caractérise et l'humour dont il affuble toujours ses histoires et ses personnages, il rend le tout parfaitement plaisant à lire et à relire. D'ailleurs, ici il n'y a pas d'obligation de lire l'ouvrage d'un trait, en respectant l'ordre chronologique, on peut aller piocher de ci de là les écrivains qui nous intéressent pour les découvrir plus en détail. Amateur de la série L'Incroyable Histoire 2, que proposent les Arènes BD, c'est donc avec grand plaisir que nous avons vu arriver en librairie cette réédition enrichie, une réédition que l'on vous recommande chaudement là aussi. Ainsi se termine ce 127e épisode consacré en grande partie à l'album Tse, une tragédie africaine, épisode que l'on vous remercie d'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram lebuller.podcast pour y laisser vos réactions et vos commentaires et surtout découvrir en images tous nos coups de cœur de cette quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous en parlant de nous non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous le 23 mai prochain pour découvrir en notre compagnie nos futurs coups de cœur parmi les sorties en bande dessinée dans le 128e épisode de votre podcast Le Buller.